Donc on le voyait, beaucoup de points communs entre ces deux premières filières et ces deux premiers dialogues. D'autres filières illustrent aussi les dérives inhérentes à un développement des offres privées lucratives dans des domaines où l'ESS occupait historiquement une place structurante. C'est notamment le cas du réemploi solidaire. Les organisations de l'ESS sont constituées, vous le savez, d'importants réseaux de collecte, de remise en état, de revente à moindre prix, notamment de biens électroménagers, mais aussi de vêtements, de meubles. Et ces structures subissent elles aussi une concurrence accrue d'acteurs lucratifs. Nous allons donc entamer notre troisième dialogue sur l'économie circulaire. Et nous allons voir ça avec deux intervenants. Vincent Jourdain, qui est chercheur en sociologie et maître de conférence à l'école des mines de Saint-Étienne. Bienvenue. Et Jean-Paul Reillard. Voilà, vous êtes ici président de la Fédération Envie et économiste. Merci messieurs de m'avoir rejoint. Alors, Jean-Paul Reillard, en quelques mots peut-être, parce que ce serait intéressant d'y revenir, le réseau Envie, en quelques mots, c'est quoi ? Alors, le réseau Envie, j'espère que tout le monde le connaît, c'est un réseau d'entreprises d'insertion, insiste bien là-dessus, donc toutes les entreprises, donc ESS et ESUS, qui est né en 1984, on a fêté nos 40 ans l'année dernière, et qui a eu comme idée justement au début, que j'ai trouvé génial, d'avoir un double objectif, d'un côté donc de ne pas mettre à la benne des lave-vaisselle ou des lave-linges, etc., qui étaient usés mais réparables, et puis de l'autre de pouvoir donc donner l'accès justement à ces appareils, à ces équipements indispensables à les personnes qui avaient peu de moyens. Alors aujourd'hui, c'est à peu près un peu moins de 4000 salariés, un peu moins parce qu'on a subi un choc là aussi il y a quelques mois aussi qui nous ont fait perdre justement des emplois. Et en gros, c'est à peu près, si je compte l'ensemble, c'est-à-dire la partie reconditionnement d'électroménager, la partie reconditionnement de matériel médical, il y a à peu près donc 55 entreprises d'insertion dans le réseau, qui sont des entreprises indépendantes. La fédération donc, coordonne l'ensemble. Alors, on n'a pas une autorité sur chacune, mais chacun doit se référer justement à des chartes que l'on a pu signer. C'est important, hein, c'est à peu près, donc, si je prends les chiffres de 2024, on a mis sur le marché à peu près donc 165 000 appareils, donc petits électroménagers ou gros électroménagers réparés, reconditionnés et garantis donc pendant 2 ans. On fait aussi un métier donc également de collecte aussi de déchets électroménagers puis de transport aussi de ces déchets. C'est important parce qu'à partir donc justement de ces gisements-là, on peut récupérer des choses. Lorsqu'on collecte quelque part, donc justement, il y a une partie en moyenne donc à peu près 5% qu'on peut récupérer. Donc on le récupère, on transporte un peu plus de 200 000 tonnes un peu de déchets électroménagers donc par an, il y en a 650 000 à peu près, hein, c'est un montant important. Et puis aussi, on participe également donc au recyclage final également des déchets électriques et électroniques lorsqu'ils n'ont pas de voie de sortie, si je puis dire, vers le réemploi. Et on essaye de le faire le mieux possible. Hein. Je prends un exemple, on fait des panneaux photovoltaïques qui ont inauguré il y a quelques années, donc une première mondiale un peu dans ce domaine-là, où on arrive à séparer la vitre sur laquelle se trouve le panneau hein, de l'ensemble des composants et pouvoir donc retirer dans ce cas-là le silicium, le cuivre, l'argent, etc. Hein. Voilà, donc on essaie de faire. Et ce qui est important, peut-être un dernier métier, hein, je crois que c'est vraiment un métier de l'ESS, on en a parlé aussi, c'est le métier de sensibiliser justement à tous les facteurs qui sont devant nous, toutes les transitions nécessaires qui sont devant nous, donc pour arriver dans un monde qui soit possible écologiquement. Et ça, j'en parlais, parce qu'il n'y a que l'ESS qui peut le faire aussi, de dire en même temps, la frugalité, c'est important. Hein, donc, n'achetez que si vous avez besoin de ça. Quand on est marchand, effectivement, on a un peu de mal aussi à le faire. Hein, donc, on a des boutiques qui le font également. On a ce qu'on appelle des éco-ambassadeurs comme dirigeants. Ça ressemble un peu aux dévendeurs que vantaient aussi donc, nos amis de l'ADEME, là, il y a peu. Secteur de protection sur la petite enfance et le grand âge, et effectivement secteur de transition pour ce qui nous concerne maintenant. J'aimerais, donc acteur historique, hein, vous nous l'avez dit, installé avec des innovations, cette première mondiale sur le recyclage des panneaux photovoltaïques. Vous subissez, ou en tout cas vous êtes confronté à l'arrivée de nouveaux acteurs lucratifs. Comment est-ce que la situation, le secteur a évolué ces dernières années et quelles conséquences sur un acteur comme le vôtre?
Oui, il y a encore 5 ans, on était à peu près les seuls à faire ce genre de métier. Hein. Après, il y a eu les bienfaits de la loi AGEC, c'est-à-dire qui a mis le focus justement sur la seconde main, ce qu'on appelle la seconde main, le reconditionnement, l'économie circulaire aussi, hein, c'est-à-dire sortir du cercle infernal, hein, de produire, consommer, jeter. Et dans ce cadre-là, naturellement, ça a attiré donc aussi des idées. Hein. Donc c'est très bien. Hein. Moi, j'ai toujours milité pour l'entrepreneuriat aussi. Hein. Donc des jeunes startups se sont installés. Alors ils sont installés, mais ça a bousculé aussi les règles parce qu'il n'y avait pas de règles dans le marché également. Hein. Il y avait un système qui était installé avec des entreprises de l'ESS comme nous, hein, qui bénéficiaient, c'est vrai, de la loi AGEC et notamment le fait que ce qu'on appelle, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'on appelle l'éco-contribution que vous payez tous quand vous achetez un équipement électroménager ou n'importe quoi. Donc cette éco-contribution allait en partie justement vers le secteur de l'ESS pour favoriser le reconditionnement ou le réemploi de façon globale. Donc il y avait un fléchage qui était fait là-dessus. Alors après, les acteurs sont aperçus très vite que c'est le gisement qui était important. Hein, donc, c'est-à-dire l'accès au gisement, accès donc aux appareils, aux fameux appareils justement que l'on pouvait récupérer. Alors, la loi AGEC a très justement dit il est interdit de détruire les appareils qui ne sont pas vendus. Et il faut donc en trouver une sortie. Hein. Donc, automatiquement, il y a eu, effectivement, vous prenez des gens comme Amazon qui détruisaient allègrement tous les appareils qui n'étaient pas vendus. Ils sont mis à trouver donc des débouchés aussi pour ces appareils-là. Donc, il y a un second marché qui s'est constitué et sur lequel, justement, donc on s'est trouvé nous un peu en porte-à-faux parce que ce qui était assuré de revenir vers l'ESS donc est parti aussi aussi bien du fait donc des distributeurs, du fait aussi d'un certain nombre d'acteurs également. Et comme par hasard, je discutais il y a quelques années donc avec une jeune start-upeuse hein, qui voulait monter donc son entreprise en disant on a accès à des gisements, donc on prend un frigo américain, on va se le garder, on trouve un lave-linge de top un peu déglingué, on va vous le donner. Voilà, comme quoi les pauvres, l'ESS va s'occuper des pauvres, et puis bien sûr donc les startups nobles également bien considérées vont s'occuper des gens qui ont un peu plus de pouvoir d'achat. Nous, on voulait s'occuper des deux parce qu'on gagne de l'argent. Effectivement, certains appareils, on en perd sur d'autres. Vincent Jourdain, j'aimerais aussi qu'on voit pourquoi finalement c'est pas des dérives comme dans le grand âge ou la petite enfance qui vous ont amené à travailler en tant que chercheur sur cette question de l'économie circulaire. Quel est finalement, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce secteur? Est-ce que c'est l'arrivée de nouveaux acteurs marchands? Racontez-nous votre démarche. Déjà merci de m'avoir reçu et de me poser cette question parce que c'est pas que la question de comment est-ce que je suis arrivé sur ce sujet. Je pense que en fait elle concerne la question, c'est au cœur de la question de l'ESS confrontée à l'économie circulaire. Concrètement, alors déjà il n'y a pas de dérive illustrée par un bouquin de Victor Castanet, effectivement. Pas encore, peut-être à venir, hein, mais... la différence étant que les choses, les déchets ou les produits en fin de vie ne sont pas comme des personnes âgées ou des enfants en bas âge. Donc on va peut-être... Non mais c'est un point important parce que par contre il y a quand même des salariés qui peuvent être confrontés à des conditions de travail difficiles. Voilà. Donc je ne sais pas si Victor Castanet veut aller dans la question de l'aval dans les filières lucratives de gestion des déchets. On sait que ce n'est pas des conditions de travail qui sont forcément faciles. Sur ce point-là... Voilà. Sur le deuxième point, sur pourquoi on s'intéresse à l'ESS quand on travaille sur l'économie circulaire, comme c'est mon cas, parce qu'en fait, l'ESS travaille sur cet endroit très particulier qui est le passage de la frontière du monde des déchets au monde des produits. Et alors, c'est là que tout se joue. En fait, je me rends compte, et je me suis rendu compte avec des collègues, que la gestion des déchets appartenait à un domaine très singulier, qui est celui de la protection de l'environnement, qui est régi par ses propres règles et qui justifie la place de l'État. On a vu des exemples, il y a beaucoup de similitudes avec les exemples qu'on a parcourus avant, mais ici, l'État est là, en tout cas l'État est là pour dire à des acteurs, notamment industriels, je parle de la protection de l'environnement, de faire certaines choses selon certaines normes, certains seuils, certaines règles de conduite. Et l'État est là aussi pour flécher des financements. Donc concrètement, la gestion des déchets appartient à ce monde-là, qui est justifié par des impératifs environnementaux, et tout ça se rattache à des architectures juridiques européennes puis françaises qui protègent cette activité. Par contre, quand on parle de réemploi, effectivement, on vient refranchir la frontière dans l'autre sens,
Et en fait, ça pose un petit problème. Ça pose un problème, ou en tout cas, ça pose des questions qui sont d'ordre moral, d'ordre économique, d'ordre social. Et en fait, on se rend bien compte à travers le témoignage d'Envie, mais de tout un tas d'autres acteurs qui font de l'ESS dans le réemploi, c'est jamais aisé de ou bien protéger, ou en tout cas développer son activité sereinement, parce qu'en fait, en rentrant dans le monde des produits, eh ben, on n'a plus cette protection qui avait été en quelque sorte garantie par le droit de l'environnement, et en tout cas la justification relative à la protection de l'environnement. Là, on rentre dans le monde des produits, donc pourquoi pas ne pas être en concurrence avec des startups, des plateformes qui vont venir accéder au gisement ou des entreprises qui vont proposer en fait de réaliser les mêmes activités que celles qu'on réalise, mais à moindre coût. Alors, ce que je trouve intéressant, et j'aimerais avoir votre avis, Jean-Paul Reillard, c'est que en fait, dans cette transformation, en quoi, finalement, puisque c'est la question qu'on a posée dans les 2 premiers dialogues, en quoi est-ce que l'ESS serait plus légitime et donc devrait être acteur majeur, principal, dans la filière, comme dans la petite enfance et le grand âge, dans la filière de l'économie circulaire? Alors l'ESS est légitime pour différentes raisons. Je vais prendre des exemples, je crois que ça sera plus facile à comprendre. Premier exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a la question justement donc aussi de la sensibilisation du public à acheter ces produits. Je ne vois pas justement donc des acteurs aussi de la grande distribution avec qui on discute très, très largement, se saisir aussi des choses. Ils se sont aperçus très vite justement que reconditionner des produits, d'abord c'était un vrai métier. C'était pas chose. On a dit en même temps, et on l'a dit, ça fait 40 ans qu'on le voit, que c'est un modèle aussi. Les modèles économiques sont extrêmement difficiles à tenir. Donc ça veut dire que derrière, ce sont des solutions dans lesquelles on ne gagne pas d'argent. Nous, on a d'autres activités sur lesquelles on peut un peu gagner de l'argent et globalement aussi s'en tirer. Mais ce sont des modèles qui ne nous permettent pas d'investir derrière. Donc là, derrière, en discutant avec des distributeurs qui ont dit vous réparez, vous reconditionnez, puis nous, on vend. Ils sont aperçus d'abord que c'était très difficile de vendre de la seconde main. Un vendeur de neuf ne vend pas de la seconde main, c'est pas dans son style. Et d'autre part, ils sont venus nous dire on va creuser les modèles et puis nous, on va prendre comme d'habitude une marge de 35%, comme on le fait sur les produits neufs, et puis vous allez garder 2% de marge industrielle. Donc ça marche pas comme ça. Donc voilà. Alors si on veut qu'on continue à sortir des produits, évidemment, un distributeur ou les distributeurs vendent du matériel de seconde main, mais à 600 ou 700 euros. Quelque chose qu'on vend, nous, à 300 euros. Donc ça veut dire que ce ne sont pas les mêmes publics non plus qui peuvent soutenir aussi cette économie. Donc l'ESS et la valorisation de l'ESS, c'est ça d'un côté. Ça peut être aussi autre chose, des choses qui sont beaucoup plus directes. Si je prends le cas, notamment des travaux qui sont faits sur l'économie circulaire, mon copain Franck Agéry, que Vincent doit connaître, naturellement, il défend beaucoup ce qu'on appelle les boucles locales circulaires. Les boucles locales circulaires, ça veut dire que dans un minimum de surface, on puisse faire donc l'ensemble de la collecte des produits, donc la transformation, le reconditionnement, la vente, etc. Et si besoin aussi des usines de recyclage. Donc ça, nous, l'ESS, c'est un de ces facteurs, c'est d'être un de ses atouts, c'est d'être très attaché au territoire. Donc nous, on a à peu près 70 points sur le territoire aussi, qui sont en lien direct avec les collectivités locales, sont en lien direct avec les terrestres naturellement, avec le ministère du Travail aussi, parce que derrière, c'est là aussi où on peut être au plus près des personnes qu'on prend, nous, en salariés, donc en insertion, et pour lesquels on a aussi donc, la possibilité, après, derrière, de savoir quels sont les besoins également sur le territoire, pour savoir comment on les forme ou vers quoi on les forme, même si, naturellement, leurs gestes aussi sont les gestes industriels pour la plupart, ou des gestes de logistique, donc également, mais on sait quels sont les besoins sur les territoires, et là où on pourra, justement, donc, les remettre plus facilement. On a des objectifs, on remet dans l'emploi à peu près 70% donc, des personnes qui viennent chez nous. C'est 2 ans maximum. Donc ça, c'est un truc. Il y a un troisième argument, je le fais très vite, c'est celui du recyclage dont on a parlé tout à l'heure. Derrière, donc, on a perdu justement donc, des appels d'offres parce que nous, on disait, on collecte des biens en logistique, on les trie pour nous, il y en a 5% à peu près qu'on garde, qu'on peut reconditionner, qu'on peut revendre. Derrière, donc après, dans la logique justement aussi qui était faite, c'était de baisser les coûts de la filière également. Et pour baisser les coûts de la filière, ceux qui ont gagné l'appel d'offres sont uniquement des transporteurs. Donc transporteurs qui vont d'un point à un autre, qui se fichent éperdument ce qu'il y a dedans. Donc on peut charger justement un frigo en le prenant avec une pince, en le mettant dedans. Pas tout à fait, parce que ça contient des gaz également, des gaz à effet de serre. Mais derrière, le fait
fait de passer par une boucle aussi, donc sur le réemploi, effectivement, il y a un surcoût aussi, mais il y a un gain environnemental qui est formidable. Donc si on passait tous à la comptabilité environnementale, effectivement, on serait gagnant forcément sur ces appels d'offres. Et sur une comptabilité donc, qui est purement en euros, effectivement, on s'est fait laminer parce qu'ils pénétraient le marché et puis ils voulaient absolument s'installer là-dessus. Donc là, l'ESS doit défendre ça, et doit défendre ces boucles-là, et doit défendre justement l'objectif d'une transition écologique. Donc là aussi, un choix vers un meilleur soutien des acteurs de la filière ESS. Et Vincent Jourdain, cette question environnementale qu'on entend et que vous avez abordée aussi tout à l'heure, parce que finalement on a parlé de l'électroménager, vous dites que vous faisiez aussi des appareils médicaux, mais ça concerne aussi les textiles sur lesquels vous avez travaillé, et donc comment aller vers une meilleure régulation de l'économie circulaire plus largement en fait sur aussi cette critique environnementale. Alors, vaste programme du coup. Hein. Comment Et vous avez 2 minutes. On y va. D'abord, effectivement, je voudrais rebondir sur le dernier point que soulevait Jean-Paul, la question de la comptabilité environnementale. En fait, on peut le prendre aussi sur la question de effectivement, la rationalisation des activités à travers certains dispositifs. Jean-Paul nous l'a épargné tout à l'heure. Moi, je vais peut-être mettre les pieds dedans. L'éco-contribution, concrètement, c'est ce dispositif qui est encadré sous le régime de la responsabilité élargie des producteurs, qui fait qu'en fait, les produits neufs financent la gestion de la fin de vie des produits du même type qui arrivent donc dans la benne ou auprès des acteurs qui les collectent. Cet outil-là, en fait, il est central dans la politique de gestion des déchets en France et la politique d'économie circulaire même, parce qu'en fait, il organise un fléchage qui est géré par des entreprises privées appelées éco-organismes. Envie le sait trop bien, puisque justement cette question de perte d'appel d'offres en fait a été la suite d'une décision d'un éco-organisme, en matière l'éco-organisme qui gérait les produits électroniques. Et là où je veux en venir, c'est que en fait, on a créé en France, dans le droit, ce dispositif qui consiste à faire circuler donc l'argent d'émetteurs en marché vers les gestionnaires de produits en fin de vie ou de déchets. Et en fait, on conditionne les activités, en tout cas le soutien des activités qui sont en aval, au respect de tout un tas de critères, mais on n'inclut pas les spécificités, alors qui peuvent être environnementales telles que défendues précédemment par Jean-Paul, mais qui peuvent être également les spécificités sociales. Et donc là, j'en viens à un point qui, moi, me traverse vraiment dans l'ensemble de mes travaux, c'est l'articulation entre les moyens et les finalités. Je parlais de rationalisation, on est sur une forme de rationalisation en finalité, donc là, bon, on a cité du Smith, du Kant, moi je viens avec Max Weber. En fait, là, il y a un processus dans ces dispositifs-là. Je sens que je suis un peu long, je vais finir. Il y a un processus qui consiste à tenter de mettre les meilleurs moyens de manière optimale pour atteindre une fin qui est visée. Historiquement, traditionnellement, c'est la protection de l'environnement. En fait, quand on discute de la position de l'ESS dans l'économie circulaire, il faut se demander, est-ce qu'on n'essaierait pas de rationaliser aussi les finalités, c'est-à-dire faire de la rationalisation donc, plutôt en valeur et aller intégrer des valeurs autres que simplement l'évitement de coûts environnementaux, parce qu'en plus, en fait, après on s'amuse à traduire ça en coûts économiques, hein, les coûts environnementaux sont censés être traduisibles en coûts économiques. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on doit considérer la place de l'ESS non pas comme un moyen, comme les autres, au risque du coup de le voir se faire concurrencer par d'autres acteurs, mais plutôt comme une finalité. Bon, là, je reprends quelque chose qui a été dit, il me semble, en introduction aussi. Exactement. Oui. Je voulais ajouter simplement une autre chose sur cette histoire de comment est-ce qu'on fait. J'ai pas la solution. Mais la régulation, on va dire, de l'économie circulaire en France... Ouais. En fait, l'état de fait, il est simple, elle intègre assez peu l'ESS du fait de son centrage sur ce type de dispositif, etc. Néanmoins, je ne suis pas certain qu'il faille jeter bébé avec l'eau du bain et jeter le dispositif en entier. Puisqu'en fait, on l'a dit, il y a moyen de flécher les éco-contributions vers certains types d'acteurs. Je prends la filière textile que vous m'avez encouragé à développer. La filière textile,
il n'y a pas 10 ans, en fait, le montant des contributions et donc de l'argent qui était versé aux opérateurs de gestion des produits en fin de vie, c'était d'environ 10 millions. Aujourd'hui, ça avoisine les 100 millions. Donc on a fait x10 à travers notamment la régulation, l'action de l'État dans ces filières dites REP, responsabilité élargie des producteurs. Et l'éco-organisme se trouve un peu forcé d'aller soutenir des acteurs de l'ESS. Moi, j'en ai interviewé un certain nombre dans le secteur textile qui me disent, en fait, là, c'est assez facile. Attention, je ne dis pas que c'est Byzance, hein, mais c'est assez facile d'aller attraper certains financements parce que l'éco-organisme a dû collecter, l'État l'a obligé à collecter des financements, et bien maintenant il est obligé un peu de les distribuer, et donc ça peut conduire à améliorer le système. J'en finis avec cette longue réponse. Merci beaucoup, et je vous laisse réagir, ensuite on va prendre une question dans la salle. Je réagis très vite à ce que dit Vincent, parce que le secteur du textile, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Avec ce qui se passe avec la fast fashion, il se trouve que je suis aussi responsable d'un collectif qui s'occupe beaucoup de ça, et derrière, il y a l'éco-organisme qui notamment gère un des éco-organismes qui gère la filière textile, s'est trouvé devant des monceaux justement donc d'apport aussi de déchets qui venaient du fait qu'on est inondé, le marché français est inondé de produits chinois à bas coût. Tout le monde connaît les fournisseurs donc qui sont capables de livrer en 48 heures à partir donc de enfin peu importe. Mais en même temps aussi il y a également la sensibilisation du public à ça. Oui. Sensibilisation qui est importante. Ça vous y revenez, c'est important pour vous. On est très important, très important donc à faire également. Et après derrière, la seule chose qu'on dit, et au niveau européen c'est repris, c'est de dire bah oui, s'il y a ce problème-là, s'il n'y a qu'à construire des usines de recyclage. Donc en plus on va faire de la réindustrialisation. Et dans les 5 projets européens, il y en aura peut-être 1 ou 2 en France, mais des usines énormes qui vont pouvoir brasser des tonnes aussi de produits dont on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de dire, moi j'ai une petite fille de 16 ans qui va dire que si, moi j'en ai besoin, j'ai envie de changer, etc. etc. Je n'ai pas visé les filles, hein, naturellement pas, mais ma fille elle-même était comme ça. Et donc, derrière, il faut bien trouver aussi des solutions qui soient compatibles justement économiquement, naturellement, et puis derrière écologiquement. Et c'est là où vous parliez des boucles locales pour effectivement aller au plus près des territoires. Merci messieurs. Est-ce qu'il y a une question sur ce 3e dialogue? Est-ce que vous souhaitez poser aux 2 intervenants ici présents? Alors, vous étiez dans l'ombre, je ne vous voyais pas. Bonsoir, excusez-moi, c'est pas une question, mais c'est juste comme on est dans faire du bien plutôt que du chiffre, et que sur les 2 premières tables, on a parlé beaucoup d'humains, et que là, on a parlé beaucoup de matériel. Je voulais quand même dire que c'est aussi beaucoup d'humains dans l'économie circulaire. La plupart des acteurs, en fait, le fait de collecter, trier, reconditionner, c'est avant tout un support pour de l'insertion professionnelle. Pour beaucoup, il n'y a pas que ça, mais voilà, je voulais juste quand même mettre l'accent aussi sur le... Et c'est ça, notre valeur ajoutée dans l'ESS, c'est de pouvoir aussi insérer des personnes qui, pour certaines entreprises du CAC 40 ou globalement du secteur économique, seront des personnes qui, sur le marché du travail, on leur laisserait même pas leur chance. Voilà, donc je voulais juste... Merci d'avoir réinsisté sur cet aspect humain, effectivement, que vous avez évoqué, notamment en introduction, quand vous avez présenté le réseau et quand vous avez parlé aussi des conditions de travail dans différentes structures. Eh bien, écoutez, je vous remercie, messieurs, et je vous remercie dans la salle pour votre attention et vos questions et remarques.